Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette matinale consacrée à l'Observatoire Securitas de la protection des entreprises. Autour de moi ce matin, Marion Desrumeaux qui est directrice d'ARIS et qui a réalisé l'étude que nous allons vous présenter. Bonjour Marion. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça fait 2 fois qu'on se voit sur cet observatoire et cette étude. Et à chaque fois, les informations sont précieuses et vous allez voir, extrêmement denses. Olivier Demazière, alors... Je me lance pour le titre. Préfet, délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité à la DP6. C'est le ministère de l'Intérieur. La DP6, je précise, est chargée des relations entre l'État et les sécurités privées. Monsieur le préfet, ai-je correct ? Vous l'avez parfaitement descendu. Bienvenue en tout cas. Et Luc Guillemin, le président de Securitas, avec qui évidemment nous allons balayer évidemment tous ces sujets de sécurité et qui est au fait évidemment de l'actualité. Alors une première question pour vous Olivier Demazière sur votre fonction et ce que représente justement la DP6 dans l'univers de la sécurité. C'est la structure qui doit animer le continuum de sécurité. Et donc tous les partenariats entre les services de l'État, la police, la gendarmerie, la sécurité civile et l'ensemble des autres acteurs de la sécurité, des acteurs publics comme les polices municipales et des acteurs privés comme les sociétés privées de sécurité par exemple. Et on peut dire que ce rôle est important, il s'est accru, les relations se sont améliorées, densifiées. Quelle est la trajectoire? On en parlait juste avant l'émission. Mon rôle justement c'est d'animer et de densifier effectivement ces relations et ça va dans le sens de l'histoire si je puis dire puisque le président de la République, vous l'avez peut-être suivi, a annoncé récemment, c'était son discours de Nice le 10 janvier, un renforcement des moyens du continuum de sécurité, la création d'une grande direction des partenariats au sein du ministère de l'Intérieur et des crédits également dégagés pour ce faire. Les sujets ne manquent pas. Non, les sujets ne manquent pas, surtout lorsqu'on veut avoir une approche globale du sujet, qui concerne à la fois les acteurs de terrain, les hommes, mais aussi les fournisseurs de moyens. Et donc, on doit aussi s'adresser aux industriels de la sécurité qui contribuent aux équipements de protection des forces qui agissent sur le terrain, policiers, gendarmes, mais aussi, dans une certaine mesure, la sécurité privée. Alors, sans dévoiler ce qu'on va dire durant cette matinale sur l'étude, les sujets à adresser se sont multipliés, diversifiés, accrus. Vous savez qu'une loi sur la sécurité globale a été prise il y a quelques mois et nous sommes en train de la mettre en œuvre. Elle suppose un certain nombre de textes, elle suppose un certain nombre de réformes de fond. Donc ce chantier est déjà en cours. Et puis il y en a un autre qui se profile avec la loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur, là aussi annoncée par les pouvoirs publics et qui vont avoir un volet un volet aussi sur ces questions. Et puis nous avons la préparation des grands événements, et notamment les Jeux Olympiques, qui vont évidemment mobiliser tous les acteurs de la sécurité. Donc vous ne manquez pas de boulot au moins dans votre fonction. Luc Guillemin, alors je précise, vous êtes président de Securitas et vous allez nous présenter cette matinale. Qu'est-ce qu'on va dire, de quoi allons-nous parler ? Alors cette année, on va présenter donc la 2e édition de l'Observatoire de la protection des entreprises. Et puisque c'est la 2e édition, autant l'an dernier on avait pu faire des constats, cette année on va pouvoir mesurer des évolutions. C'est important. Et puis cet observatoire, il nous aide aussi à mieux comprendre et à faire évoluer la façon dont nous accompagnons nos clients face à leurs préoccupations de sécurité et puis mieux nous aider à savoir comment on peut les accompagner pour faire de leur environnement un lieu plus sûr. Voilà. Et enfin, sans dévoiler tous les résultats, je crois qu'on va voir aujourd'hui qu'il y a une préoccupation majeure pour les chefs d'entreprise autour des risques santé-sécurité au travail et notamment les accidents du travail. Et tout ça est lié évidemment à la période extraordinaire qu'on a connue. C'est important de suivre l'évolution de la sécurité, les attentes, quels sont comment dirais-je, ce qui se passe réellement. Parce que si on ne prend pas le thermomètre, évidemment, si on ne met pas le thermomètre sur la situation, on ne peut pas vraiment mesurer, on ne peut pas vraiment agir. Je crois que c'est ça l'objet aussi de cette étude. C'est de donner, en tant que leader sur le marché de la sécurité privée, c'est aussi un peu notre rôle d'orienter tout le secteur pour dire, ben voilà, les chefs d'entreprise, leurs besoins évoluent, leurs risques évoluent et l'ensemble du secteur, finalement, doit s'adapter et peut-être faire évoluer sa proposition de service
pour toujours coller aux besoins des clients. La sécurité, c'est un révélateur de la société et c'est vrai que ça aussi, ça évolue. Il n'y a pas de choses immuables, si je puis dire, en la matière et c'est important. Allez, tout de suite, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Luc Guillemin, on a bien introduit le sujet. On peut aller, j'allais dire, rentrer dans le dur, comme on dit, avec vous, Marion. Vous allez nous présenter cette étude que vous avez réalisée pour la deuxième édition. C'est la deuxième édition. Et surtout la méthodologie, parce que la méthodologie, c'est important pour montrer ce qu'on a mesuré et comment on l'a mesuré. Oui, et auprès de qui? Et auprès de qui, bien sûr. Donc, en effet, c'est une deuxième vague. Donc, qui dit deuxième vague dit même méthodologie, même échantillon pour pouvoir lire des évolutions. Donc, on a interrogé par téléphone et en ligne un échantillon d'un peu plus de 300 décisionnaires en entreprise sur la question de la gestion des risques et de la sécurité, des DG, des DGA dans les plus petites structures, jusqu'à des responsables de la sécurité, de la sûreté ou des responsables de services généraux dans les plus grandes entreprises. Donc on est vraiment représentatif du tissu économique français avec un critère de taille, c'est-à-dire qu'on a interrogé seulement les entreprises qui comptent au moins 10 salariés. Et on est vraiment représentatif. Ça ne veut pas dire que les petites n'ont pas de problématique de sécurité, mais c'était pour être cohérent, j'imagine. Oui, tout à fait. Et vraiment, on a cherché à être représentatif de tous les secteurs d'activité. Et parfois, je vous donnerai peut-être quelques éclairages, parce que selon qu'on soit une entreprise des services ou une entreprise de nature plus industrielle ou de transport, on peut avoir une perception des risques qui est un peu différente. Cette étude, on l'a vraiment conçue pour répondre à plusieurs objectifs. Le premier, c'est déjà de dresser un panorama sur les risques ressentis par les dirigeants. Et là, on couvre vraiment tout type de risques. Ça va du cambriolage jusqu'aux risques industriels, en passant par les risques informatiques. L'idée, c'est de voir comment eux perçoivent cet état de risque, parce que quand on est un dirigeant d'entreprise, on évolue dans un univers souvent de risques. Et puis il y a le risque de perception et de concrètement ce qui se passe. C'est vrai que mesurer cet écart, c'est intéressant aussi. Il peut y avoir un décalage. Le deuxième point qu'on a cherché à mesurer, c'est leur sentiment de protection. Une fois qu'on est face à des risques, est-ce qu'on se sent bien ou mal protégé face à cela? Le troisième point, c'est le rôle du coup des prestataires de sécurité privée dans cette protection. Est-ce qu'ils y ont recours? Leur font-ils confiance? Qu'attendent-ils des prestataires de sécurité privée? Et le dernier point, Luc Guillemin en a parlé, c'est d'éclairer aussi les grands enjeux du secteur. Donc l'année dernière, on avait fait un focus sur le recours aux techniques d'intelligence artificielle pour assurer la protection des entreprises. Cette année, on a fait un focus sur les accidents du travail. On le verra, c'est une préoccupation majeure de nos dirigeants. Est-ce que c'est lié à la pandémie d'ailleurs? Est-ce que c'est la QVT, vous savez que la qualité de vie au travail, ça fait partie des sujets qui émergent fortement. C'est pour ça que ça monte? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet selon vous? Je m'adresse à l'experte de la société qui est à chaque fois la sonde. Alors on va voir, c'est sûr que la crise a pu faire bouger des lignes. Et que la QVT est un enjeu majeur. On va voir, ça ne minore pas non plus les autres risques qui sont perçus par nos dirigeants d'entreprise. Monsieur le Préfet, un commentaire sur cette méthodologie. Est-ce que ça vous éclaire, ce genre d'éléments, pour appliquer la politique qui est décidée et la mettre en œuvre? Les préoccupations de sécurité des entreprises comme des citoyens en général sont en évolution constante. Et donc si on veut vraiment répondre à ce besoin, si on veut vraiment animer le continuum de sécurité comme c'est ma mission, il faut que je sache évidemment quels sont les besoins, quelles sont les menaces émergentes et quelles sont les préoccupations et les inquiétudes des Français, en l'occurrence des entreprises. C'est précieux ces informations, on ne le dit pas assez, mais vous avez lancé cet observatoire. C'est vrai que pouvoir qualifier et identifier les risques, qualifier les attentes, c'est quand même quelque chose indispensable quand on est sur cet univers aussi sensible, Luc Guillemin. Absolument, et encore une fois, on est à l'affût de toutes ces informations. Eh bien justement, on va vous en donner plein ce matin. On va commencer tout de suite avec ce qu'on a qualifié d'enseignement. On a 4 enseignements majeurs issus de cette étude. L'enseignement numéro 1, on va commencer, Marion, si vous êtes d'accord, je m'en remets à vous, par dresser un panorama des risques et comment ça a évolué par rapport à la précédente vague en 2020. Oui, en effet, quand on a lancé ce baromètre en septembre 2020, on s'en doutait, mais on avait des décideurs en entreprise qui étaient très préoccupés par les risques sanitaires, les risques pesant sur la santé, tant physique que mentale, de leurs salariés. Donc c'était un peu le risque à l'aune duquel tous les autres étaient jugés. Cette année, on a un petit peu de mouvement. Et par exemple, les risques sur la santé sont toujours très présents. Ils sont ressentis par 85% des décideurs qu'on a interrogés, mais c'est 8 points de moins que lors de la première édition.
on revient à un niveau un peu plus faible. Et donc les premiers risques qui sont ressentis, ce sont vraiment les risques socio-économiques. Là, à l'inverse, on a une hausse. On a 93% des dirigeants qui disent que leur entreprise est exposée à ces risques socio-économiques et c'est 9 points de plus que par l'an passé. Donc là, on est vraiment sur des difficultés davantage conséquences de la crise, contexte de relance. Il nous parle notamment de concurrence accrue, de difficultés de financement, de difficultés d'approvisionnement pour les matières premières. L'approvisionnement, en ce moment, c'est clé pour les composants électroniques. On voit bien dans l'automobile ou la téléphonie, on ne peut plus avoir son modèle qu'on veut dans un temps court. On continue, pardon. Alors ça, sur la sécurité, vous commenterez avec moi, messieurs, les résultats, si vous êtes d'accord. Évidemment, la sécurité privée, sur l'approvisionnement ou sur la concurrence accrue, évidemment, là, on est plus limité en termes d'action, j'imagine, Luc. Certes, mais je crois que l'analyse, l'évolution de ces risques, bon, pour nous, c'est pas une nouveauté. On aurait fait cette enquête en 2015, on nous aurait parlé du risque terroriste. L'an dernier, c'était le risque plutôt sanitaire. Cette année, on parle de risque socio-économique. Les risques évoluent. C'est un révélateur. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est d'adapter nos dispositifs à l'évolution de ces risques. Et c'est là où on insiste beaucoup, mais quand on démarre une relation avec un prospect, avant qu'il devienne client, la première étape, c'est toujours de commencer par une analyse des risques pour comprendre les enjeux chez notre client. Jamais. Allez, on continue, Marion, pardonnez-nous, on est un peu dissipé, on a envie de commenter, nous. Monsieur le préfet, je vous demanderai aussi votre commentaire tout à l'heure. En deuxième position, on a les risques informatiques. Ça n'étonne personne non plus. L'économie s'est de plus en plus digitalisée aussi avec la crise. Donc ça peut vraiment perturber le fonctionnement des entreprises. Donc c'est une préoccupation majeure chez 88% de nos dirigeants. Ensuite, à égalité presque avec les risques en matière de santé, on a des risques que connaît bien Securitas, les risques en matière d'intrusion, vol ou dégradation dans les locaux. Et là, on a 84% des entreprises qui se sentent exposées à ce type de risque. C'est un tout petit peu moins que l'année dernière. Alors peut-être que l'année dernière, le chiffre était majoré parce qu'on avait des entreprises avec des locaux qui étaient fermés ou moins fréquentés. Ça, oui. Donc ça un tout petit peu moins, c'est-à-dire quelques points. Oui, quelques points de moins. Ça reste une forte préoccupation. 84%. C'est beaucoup, 84, je ne sais pas, statistiquement. De toute façon, ce qu'on voit dans l'étude, c'est qu'on a quand même des dirigeants d'entreprise qui sont très conscients des risques, qui ne les mettent pas à distance, qui reconnaissent l'existence de ces risques, même des risques plus immatériels, puisqu'on a aussi 3/4 des dirigeants au moins qui disent se sentir exposés à des risques d'atteinte à l'image, des risques réputationnels, des risques juridiques aussi, bien évidemment. Et enfin, des risques qui sont reconnus par une majorité, mais de manière un peu plus faible, sans doute parce que leur survenue est moins fréquente, en tout cas on l'espère. On va mettre là-dedans les défaillances techniques dans les locaux, les risques industriels, les incendies, les catastrophes naturelles, qui peuvent arriver, mais heureusement pas tous les jours. Et enfin, en dernière position, on a les risques politiques, géopolitiques et terroristes, où là on a 55% des dirigeants d'entreprises qui nous disent y être exposés. Alors même qu'on a fait le terrain de cette enquête avant la crise ukrainienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais néanmoins c'est un peu plus que l'an passé, sans doute parce que ce contexte international et le contexte national aussi avec les échéances électorales à venir peut créer une sensibilité accrue à ces risques. 1 sur 2 quand même, plus d'1 sur 2 se sentent exposés. Sur ce dernier point, la géopolitique, elle s'introduit dans l'image du risque pour les patrons. C'est étonnant, c'est quelque chose, parce que quand on a une PME en province sur des sujets un peu pour les territoires ou des activités liées au territoire, on est peut-être moins exposé chez la situation ukrainienne. Et pourtant, ça monte, ça émerge. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce travail, c'est que ça va pointer des risques qui sont effectivement des dangers auxquels sont confrontés les entreprises et les chefs d'entreprise, et puis également leur état d'esprit, leur sentiment général sur l'évolution de la société, ce qu'on appelle parfois le sentiment d'insécurité. Et c'est intéressant d'avoir la combinaison des deux. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, le risque, c'est quoi? C'est une menace confrontée à une parade. Il y a des menaces qui s'imposent aux entreprises et contre lesquelles elles ne peuvent pas faire grand-chose. Le risque géopolitique, le risque terroriste, même si on peut évidemment prendre des précautions, le risque socio-économique dans une certaine mesure. En revanche, il y a d'autres types de risques pour lesquels non seulement une expertise externe peut apporter une solution, mais aussi des sujets d'organisation interne.
Typiquement, les vols, les intrusions, le risque cyber, le risque informatique fort, est également très important, ouais. et notamment à la suite du développement du télétravail et de la crise liée au Covid. Et là, pour le coup, la combinaison à la fois de l'expertise externe et de l'organisation interne, avec un accompagnement des pouvoirs publics aussi, peut constituer une réponse pertinente. Et puis une réponse légale. Hein. Et puis quand on pense à l'image notamment, il faut être en capacité de répondre parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est un peu la fête parfois pour certaines entreprises. Alors, enseignement numéro 2, Marion, are you ready? Comment le secteur de la sécurité peut répondre aux besoins de protection des entreprises? Alors en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui nous disent recourir à des prestataires de sécurité privée. C'était déjà très élevé l'an passé, on était à 7 entreprises sur 10 qui avaient recours à de tels prestataires. Aujourd'hui, on est à 76% et même 66% qui disent avoir recours à plusieurs types de prestataires selon leur spécialité, selon leurs besoins, selon peut-être aussi la connaissance du territoire ou du secteur d'activité. Donc on a cette progression et dans le même temps, ce qui est intéressant de noter dans l'étude, c'est qu'on a un meilleur sentiment de protection des entreprises. Quand on leur demande est-ce que globalement vous vous sentez bien ou mal protégé face aux différents risques qui pèsent sur vous, on a, et je trouve que c'est un chiffre assez exceptionnel, 92% des dirigeants qui se sentent bien protégés et même 28% très bien protégés. Sachant qu'en France, c'est assez rare dans les entreprises. Presque un tiers. Presque un tiers, et c'est 8 points de plus que l'an passé. C'est mieux alors, la situation s'améliore en termes de perception en tout cas. Alors on peut peut-être faire un lien entre ces deux chiffres. On se sent insécure avec plein de nouveaux risques et en même temps on se sent un peu plus sécurisé. En tout cas le chiffre augmente, voilà, pour un tiers. Alors effectivement ça augmente et peut-être qu'on peut dresser un parallèle entre ces deux chiffres. Peut-être que le fait de plus en plus recourir à des prestataires peut accroître ce sentiment de sécurité et je pense que ça traduit une forme de confiance aussi dans les professionnels du secteur. Luc ne peut qu'approuver. Enfin, c'est vrai que le recours. Enfin, en tout cas, ce chiffre, presque 80% ont eu recours aux sociétés privées, c'est impressionnant. Ça veut dire que pratiquement toutes, en fait, ont recours à des solutions. On a passé en revue tout l'enseignement. Non, vous n'avez pas fini. Non, parce qu'il y a un recours croissant aux entreprises de sécurité privée, mais il y a aussi un recours croissant aux technologies. C'est une autre question qu'on avait déjà posée par le passé. Et on a 89% des entreprises qui aujourd'hui disent recourir à des solutions technologiques pour assurer la protection de l'entreprise. Donc ça peut aller de choses très simples, des caméras, jusqu'à des solutions technologiques beaucoup plus avancées. Donc on a 89% qui nous disent avoir recours à de telles solutions. C'est 10 points de plus que l'an passé. Et on a même 29%, donc près de 3 entreprises sur 10, qui disent d'avoir des solutions technologiques avancées du type drone, serrures connectées, capteurs thermographiques, donc qui vont un peu plus loin. Donc on sent comme une forme de démocratisation peut-être dans l'accès à ces nouvelles technologies. Oui, c'est vrai que la technologie est plus accessible en tout cas. Sans doute aussi financièrement, j'imagine. Ouais. On continue. Vous êtes devenue experte en sécurité, c'est formidable. Année après année, vous pouvez donner des conseils d'usage, c'est parfait. Ce qui est sûr, là aussi, ce qu'on voit que ça a un impact direct sur l'image du secteur, puisqu'on avait une question pour savoir est-ce que les dirigeants ont le sentiment que le secteur de la sécurité privée est avancé ou non d'un point de vue technologique. On avait beaucoup réfléchi sur cet aspect-là l'année dernière. Est-ce que le secteur ne souffrait pas d'une image un peu vieillotte. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est le bodyguard qui est devant la porte, en gros, c'est ça. Alors que ça a complètement changé. Ouais, et aujourd'hui, on a 65% de nos répondants qui nous disent que le secteur leur semble avancer en matière technologique et c'est 5 points de plus que l'an passé. Donc on voit un impact vraiment direct en termes d'image. Ça monte même à 81% parmi les directeurs de la sécurité qu'on a interrogés, qui, on peut l'imaginer, sont, j'imagine, vos interlocuteurs et sont sans doute les mieux informés. C'est de l'intelligence augmentée, la sécurité. Alors, l'innovation dans le secteur privé, ça recouvre beaucoup de choses, mais c'est essentiel. En fait, les enjeux sont conséquents en termes d'innovation et de nouvelles idées, nouveaux usages, nouveaux comportements, puisque ça impacte, je disais, d'intelligence augmentée face à une situation d'insécurité ou de sécurité. On voit bien qu'aujourd'hui, les solutions ne sont plus que strictement humaines. Il y a cette alliance entre les hommes, les technologies, je dirais les organisations aussi. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, oui, c'est vrai. Moi, ce que je retiens aussi de cette deuxième catégorie d'enseignement, c'est effectivement le recours croissant aux sociétés spécialisées. On voit bien qu'il y a la volonté des entreprises
d'avoir une prestation de plus grande qualité, plus professionnelle. Et ça va dans le sens évidemment de ce que veut faire le législateur et ce que les pouvoirs publics cherchent à instiller avec d'ailleurs les organisations professionnelles. Je pense au groupement des entreprises de sécurité que Luc Guillemin connaît bien. C'est le président. C'est-à-dire une montée en gamme de ce secteur. Il y a une spécialisation en réalité qui se fait et on voit bien qu'aujourd'hui la sécurité est aussi une affaire de spécialistes et on doit s'adresser à des spécialistes. Il y a juste un danger auquel il faut prendre garde, c'est que cette spécialisation ne se traduise pas par une forme de segmentation du secteur. La sécurité, c'est une approche qui doit être englobante, généralisante. Hommes, technologie, organisation. Et d'ailleurs, lorsque le législateur est intervenu sur ce sujet, ce n'est pas un hasard si la loi du 25 mai, il l'a appelée la loi pour une sécurité globale. Donc la spécialisation, c'est très bien, mais il ne faut pas que chacun court dans son couloir. Il faut avoir une vision globale des choses. Ouais. Luc Guillemin, en fait, la technologie, c'est un outil. Ça permet surtout avant tout de répondre aux besoins du client et de se rapprocher de la problématique qui le concerne. Et oui, et je dirais que tous ces enseignements vont dans le bon sens. Et entre guillemets, je ne peux qu'adhérer aux propos du préfet de Mazières qui vient juste dénoncer la stratégie du groupe Securitas, en fait, associé dans une offre de sécurité globale. Ça n'est pas pareil, évidemment, hein, chacun. La sécurité humaine et la composante technologique. Ouais. Et je crois que, alors, première partie de l'enseignement, ce qui est très intéressant et qui, chez nous, Securitas, en tout cas, nous rassure sur l'état du secteur. Les besoins sont croissants. On voit que petit à petit, quand même, l'ensemble de la profession monte dans la chaîne de valeur en proposant des services à plus forte valeur ajoutée. En tout cas, c'est ce que je comprends du sondage. Vous pouvez confirmer, Marion, ou pas? Donc ça, c'est intéressant. Et je pense que Securitas joue pleinement son rôle de leader là-dessus. Nous, ça fait maintenant longtemps, presque 10 ans, qu'on est sur cette stratégie d'associer dans une offre globale la composante de surveillance humaine, qui est historiquement sont les métiers historiques de Securitas, mais aussi en développant fortement la capacité d'associer à cette surveillance humaine une composante technologie. Ça veut dire beaucoup de recherche, beaucoup de veille, beaucoup de surveillance de toutes les innovations. On l'a vu, ce secteur évolue très vite. Les technologies se démocratisent et ça nécessite également beaucoup de formation pour nos équipes de surveillance humaine parce que c'est elles qui utilisent ces technologies au quotidien. Et donc si on veut faire une proposition de valeur plus forte à nos clients, il faut bien s'assurer que nos agents de sécurité ils sont en capacité d'utiliser au mieux ces technologies qui sont à disposition pour rendre le bon service de sécurité qui répond aux besoins de nos clients. Mario, sur ce point, vous parliez d'intelligence des situations, hein, renforcer l'intelligence des situations chez l'opérateur qui sera en train de surveiller ou en train d'opérer. C'est vrai que c'est là que les répondants attendent les prestataires de sécurité privée. On avait une question également pour laquelle on a un historique. À qui vous faites ou à quoi vous faites le plus confiance pour assurer la protection de votre entreprise? Est-ce que c'est les nouvelles technologies? Est-ce que c'est les hommes? Ou est-ce qu'il faut les deux? C'est vraiment la dernière réponse qu'on nous donne le plus souvent. Hein. C'est-à-dire qu'on a 73% de nos répondants qui disent que c'est vraiment l'alliance des deux qui va permettre la meilleure protection, versus 12% qui vont mettre leur confiance essentiellement dans les technologies et 13% essentiellement dans les hommes. Donc c'est vraiment sur ce continuum-là qu'on est attendu. C'est vrai que les nouvelles technologies, elles peuvent aider les agents de la sécurité privée à mieux faire le métier ou suppléer aux agents quand les agents ne peuvent pas être là. Mais à l'inverse, il faut effectivement que les agents sachent apporter, créer de la valeur ajoutée avec les nouvelles technologies et par leur expérience, leur intelligence des situations, puissent aussi aider à construire, j'imagine, co-construire des solutions technologiques. C'est bien le message, monsieur le préfet, la technologie seule, ça ne règle rien. Oui, et surtout la technologie ne doit pas remplacer les hommes. Elle doit permettre aux hommes d'être plus efficaces, d'optimiser leurs interventions, de trier les priorités, mais elle ne pourra jamais faire à la place d'eux. Heureusement, enseignement numéro 3, Marion. Focus sur les accidents du travail. Pourquoi cette année? Alors pourquoi? On s'en doutait, et l'étude est venue le confirmer, c'est une préoccupation des entreprises. Quand on regarde tous les chiffres, toutes les tendances qui sortent, on voit que les entreprises sont de plus en plus confrontées de manière générale à l'absentéisme et aux arrêts de travail. Alors c'est pour partie dû au contexte de crise Covid, mais pas que, ça avait commencé bien avant et ça touche tous les secteurs d'activité.
Donc on a des dirigeants qui cherchent des moyens, des manières de faire pour réduire cet absentéisme. Et du coup, ils vont avoir une focale encore plus forte sur la question des accidents du travail et des maladies professionnelles, avec la possibilité d'une prévention. Donc la première question qu'on a posée déjà, c'est: est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe? On voulait vérifier qu'on avait choisi le bon thème. C'est bien d'avoir posé la bonne question, je vous confirme. Heureusement. On a effectivement 71% de nos dirigeants qui nous disent être préoccupés par les accidents du travail. Et vous voyez ce rouge, 40% même très préoccupés. Donc préoccupation forte, on parle aussi bien des accidents de service, donc sur les horaires de travail, les accidents de trajet, pour se rendre au travail ou en revenir, ou les maladies professionnelles. Donc pourquoi cette préoccupation si forte? On a des dirigeants qui savent qu'un accident du travail, ça peut avoir des conséquences juridiques et financières importantes pour l'entreprise, et ils nous disent être plutôt bien informés là-dessus. Au-delà de ça, ça pénalise forcément l'activité de l'entreprise, et c'est là qu'on voit que c'est du personnel clé, comme on dit. C'est vrai qu'une personne clé dans une organisation, ça peut pénaliser tout le monde. Pardon. Je vous ai coupé. Non, pas de souci. Mais c'est vrai qu'on voit que du coup, la préoccupation, elle est même encore plus forte chez les plus petites entreprises qu'on a interrogées. Parce que là, une personne manquante peut avoir un effet effectivement très direct. On a aussi une préoccupation qui est plus forte, peut-être parce qu'elles sont plus concernées à la base par ce sujet-là, des entreprises industrielles, du secteur du BTP, du commerce, des transports, etc. Donc les entreprises souhaitent être plutôt accompagnées sur ce sujet-là. Et ça, c'est aussi la grande nouveauté de cette étude, ce que ça a fait remonter. Alors en effet, on a creusé du coup les besoins des entreprises face à cette préoccupation forte, et on a des entreprises qui sont déjà accompagnées ou qui voudraient être davantage accompagnées sur un certain nombre de points. Le premier, c'est la sensibilisation des salariés au risque d'accident du travail. Là, on a 87% des entreprises qui disent être accompagnées ou qui souhaitent l'être. Le deuxième point, c'est déjà détecter les risques et les inscrire. Voilà, il y a quelque chose qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels que toute entreprise doit remplir, et il demande à être accompagné sur ce sujet-là à hauteur de 81%. Ensuite, la mise en place de plans de prévention. Une fois qu'on a fait le diagnostic, le panorama des risques et comment on les évite. Donc ça, c'est 73% des entreprises interrogées qui sont accompagnées ou qui voudraient l'être. Et enfin, dernier point, réaliser ce qu'on appelle des enquêtes post-accident. Une fois que l'accident est survenu, pouvoir le comprendre pour la prochaine fois, essayer d'éviter au maximum tout ça. Donc on voit qu'il y a un gros besoin d'accompagnement, et c'est vrai que les entreprises de sécurité privée œuvrent beaucoup pour la mise en place des politiques santé, sécurité, environnement, et du coup ça répond à cette problématique-là. La sécurité globale, monsieur le préfet, est-ce que ça englobe les accidents du travail? Parce que c'est une nouveauté pour cette étude, et c'est vrai que ça a émergé fortement, et en même temps c'est rassurant de voir qu'ils se préoccupent de la santé de leurs salariés, et c'est aussi l'accident du travail. Oui, préserver la santé et la sécurité des salariés, c'est préserver la performance de l'entreprise, c'est préserver le bien-être au travail, c'est aussi se prémunir contre des risques juridiques, parfois, importants. Et moi, je suis assez sensible à ce qui a été dit sur les divers métiers qui sont mobilisés dans cette prévention. Et c'est quelque chose qu'on peut extrapoler sur l'ensemble des questions de sécurité. On parle toujours du rôle du directeur sécurité-sûreté dans les entreprises, c'est évidemment fondamental, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les problématiques de sécurité vont mobiliser d'autres directions, d'autres services, les RH, la direction juridique, voire la direction éthique lorsqu'il en existe une, et puis bien sûr la direction financière, puisque c'est elle à un moment qui va décider des investissements. Et on voit bien que les préoccupations sur les sujets de sécurité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout à fait significatifs en matière de cyber, par exemple, se sont aujourd'hui invités au COMEX. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les numéros 1 d'entreprise, ont bien conscience, en tout cas de plus en plus souvent, que ça doit être traité tout en haut de l'agenda. Ah oui, c'est sûr, hein, c'est une recommandation qu'on pourrait dire en plus. Marion, je ne me mets pas à votre place, bien entendu, hein, je commente. Luc, d'un point de vue Securitas, hein, comment vous voyez ça? Comment on peut aider les entreprises? Je crois on voit bien la préoccupation, évidemment. Je vais abonder dans le sens de Marion, mais en tant que chef d'entreprise, évidemment, la responsabilité du dirigeant d'entreprise sur la sécurité et la santé de ses collaborateurs au travail est quelque chose que généralement les dirigeants d'entreprise ont bien en tête. Maintenant, c'est comment on fait face à ça. Et ce risque, il est d'autant plus mis en exergue aujourd'hui, je pense aussi, parce que la thématique de la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE,
prend de l'ampleur et finalement ce sujet-là, il en fait partie. On a parlé des risques sociaux, des risques économiques liés aux accidents du travail. On pourrait aussi parler des risques réputationnels. Qui a envie d'aller travailler dans une entreprise où il y a une forte accidentologie? C'est pas très attractif comme message. Donc je pense que ça concourt aussi à sensibiliser et à mettre en action peut-être des mesures, de meilleures mesures de prévention. Face à ça, nous, chez Securitas, ça fait longtemps qu'on accompagne nos clients sur ce sujet de la prévention des risques d'accidents au travail. Alors on l'a beaucoup fait dans des milieux on va dire de haut risque industriel parce que c'était des sites extrêmement sensibles à ce sujet-là. Et on voit bien que cette dynamique, elle s'étend. Et je vais prendre un exemple. L'an dernier, on a travaillé avec une start-up. Peut-être qu'on est parti du constat qu'on avait fait l'an dernier de l'Observatoire et des besoins, ce que pouvait apporter l'intelligence artificielle sur les métiers de sécurité. On est en train de lancer en ce moment là, un nouveau service à base d'intelligence artificielle qu'on a développé avec une start-up en partenariat, qui consiste à mettre une couche d'intelligence artificielle dans des caméras. Et ces caméras vont détecter sur un site si le port des équipements de sécurité et de protection individuelle sont bien respectés par l'ensemble des collaborateurs qui circulent sur le site. Donc comment détecter? Les caméras arrivent à détecter et faire des statistiques sur le port du casque, le port des chaussures de sécurité, le harnais de sécurité, etc. Et donner une visibilité soit en temps réel, soit en temps légèrement différé aux responsables sécurité, aux chefs d'entreprise sur oui, vous avez un bon respect de ces règles-là dans votre entreprise ou non, il y a de la dégradation dans le temps, vous devriez reformer, resensibiliser avant qu'un accident survienne. Voilà un exemple concret de ce que la technologie peut amener en matière de prévention de ces risques de santé au travail. En matière d'accident au travail, on peut toujours les éviter. Il y a toujours à la base une erreur, dans la majorité des cas, humaine, parfois technique, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on peut éviter. Les chefs d'entreprise ont besoin d'accompagnement. Ça veut dire que, tout en connaissant bien leur activité, ils ont besoin de comprendre comment ça peut dériver ou dévier dans leur activité. Oui, là, j'ai entendu deux choses intéressantes. Vous l'avez dit, vous avez parlé des acteurs, des autres acteurs dans l'entreprise que ça concernait. Je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on a des dirigeants d'entreprise qui nous disent oui, eux-mêmes, ils voudraient être plus renseignés, mieux formés. Mais ils aimeraient aussi que ce soit le cas de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ils nous disent qu'on est à peu près tous acteurs de la sécurité de l'entreprise. C'est vrai pour les cyber-risques, mais c'est vrai aussi pour la plupart des autres risques. Et je reviens sur ce qu'a dit Luc Guillemin, vous avez raison. Ce sujet il revient sur le devant de la scène parce qu'on a une pression réglementaire qui existe, mais qui existe depuis longtemps, sur le fait que l'entreprise doit assurer la sécurité de ses salariés. Et il y a aussi une pression sociale, sociétale, où aujourd'hui on parle de performance sociale des entreprises. On attend qu'elles prennent soin de la société dans son ensemble et en premier lieu de leurs collaborateurs. Donc on voit que chez les dirigeants, ils ont conscience de tous ces mouvements-là. Le taux d'acceptabilité en plus des accidents du travail est faible aujourd'hui dans notre société. On ne comprend pas que ça ne se corrige pas au moins dans certaines entreprises. On arrive pratiquement à la fin de cette étude. Enseignement numéro 4, Marion. Attente des entreprises. Vous avez commenté assez sur les accidents du travail, Luc? C'est un sujet un dernier mot. Oui. Je pense que l'enjeu sur ces accidents du travail, c'est la formation et la sensibilisation en permanence. Parce qu'on a tendance à s'habituer, puis perdre les gestes de sécurité que l'on doit appliquer au quotidien. Donc reformer, resensibiliser. Ça fait aussi partie de notre devoir de conseil vis-à-vis de nos clients, de leur rappeler ça régulièrement. L'engagement et l'attention qu'on porte aux gestes, vous parliez, et l'attention qu'on porte à chaque moment dans son activité sont évidemment essentiels. Et c'est là que se nichent parfois les accidents. Alors, je le disais, Marion, nous arrivons au terme de cette étude d'enseignement numéro 4, avant de passer la parole au préfet de Mazières. L'attente des entreprises vis-à-vis des entreprises de sécurité, c'est plus de proximité. Ça va dans le sens de ce qu'on se disait juste avant, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que lors de la vague 1, on avait, je ne vais pas dire été surpris, mais on demandait quelles étaient les attentes prioritaires envers les prestataires de sécurité privée. Et ce qui était ressorti en première position, c'était on a besoin qu'elles fassent preuve de pédagogie. Alors on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Alors on a en effet des dirigeants qui ne souhaitent pas que ce soit une boîte noire, qui souhaitent comprendre la manière dont on assure leur protection. Et ça, on le retrouve cette année, ça reste vraiment la volonté première.
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des dirigeants, là encore, qui ne souhaitent pas être les seuls dépositaires de la sécurité de leur entreprise. Ils ont une attente aujourd'hui envers les prestataires de sécurité privée, de partage, voire de transfert de compétences au sein de leurs propres équipes, c'est-à-dire qu'on puisse former des personnes au sein de l'entreprise à ces enjeux de sécurité. Donc cette pédagogie, elle est forte, et du coup, on a voulu creuser. On se dit, mais sur quoi vraiment ils ont besoin que cette pédagogie s'exerce, sur quoi ils ont envie d'être le plus renseignés. Là, on retrouve, et ça ne vous étonnera pas, les obligations légales. La réglementation, c'est le premier point sur lequel ils souhaitent avoir le plus d'informations. C'est déjà, est-ce que je fais ce qu'il faut, est-ce que je respecte la loi, est-ce que je suis d'équerre sur tout ça. Donc c'est le premier point. Le second point, c'est les accidents du travail. On en a parlé, ça revient comme le deuxième sujet sur lequel ils souhaitent avoir le plus d'informations. Et en troisième position, on retrouve un autre point dont on a déjà parlé, c'est les innovations technologiques. Donc ça attire, on a envie de savoir ce que ça amène, et j'ai envie de dire, ça renforce l'idée qu'on ne souhaite pas avoir de boîte noire. On souhaite comprendre comment fonctionnent ces nouvelles technologies. Et qui dit nouvelles technologies dit souvent data. Et qui dit data dit utilisation, hébergement, protection. Et tout ça, c'est des sujets sur lesquels aussi les dirigeants sont de plus en plus sensibilisés. Oui, vous en parliez tout à l'heure, si on surveille évidemment tous les salariés pour savoir s'ils sont équipés, il y a un biais qui peut être, les partenaires sociaux s'empareront, j'imagine, du sujet. Donc c'est vrai que le RGPD avait mis le sujet sur la table, le Big Data l'a remis avec la couche techno, et puis alors maintenant avec les GAFAM qui nous aspirent toutes les datas, c'est vrai que c'est un sujet, on ne va pas aborder ce sujet aujourd'hui parce que j'imagine que vous le traitez aussi. On continue sur l'étude. Alors, et puis vous avez utilisé le mot de prévention. Et en effet, c'est un maître mot. Le meilleur risque, c'est le risque qu'on évite, qui ne se réalise jamais. Ou alors, si on ne peut pas l'éviter, celui dont les conséquences sont minimisées. Et pour ça, effectivement, il faut une politique de prévention et d'information assez forte. Et donc, on a des dirigeants qui sont intéressés, alors tout d'abord par des formations sur les gestes de premier secours, 63%, donc pouvoir réagir en cas de difficulté d'un salarié. En deuxième position, la prévention des incendies ou la conduite à tenir en cas d'incendie dans les locaux de l'entreprise. Et ensuite, on a aussi la prévention ou la conduite à tenir en cas d'intrusion ou de cambriolage, où là on a 41% de nos dirigeants qui sont intéressés. Et là encore, comme je le disais, ça passe par la sensibilisation et la formation des dirigeants, mais pas seulement, c'est vraiment une formation qui doit être partagée dans l'ensemble de l'entreprise. Pédagogie et formation, si on devait résumer ça, ça fait partie de votre job, monsieur le préfet, ça. Expliquer, réexpliquer, sensibiliser. Oui, on voit bien qu'il y a un besoin de comprendre, un besoin de se repérer dans une réglementation qui est complexe. Moi, je retiens le premier point, être renseigné sur les contraintes réglementaires. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs que les entreprises se préoccupent du sujet. Mais c'est aussi un message envoyé au pouvoir public face à la complexité, face aux besoins de conseils aussi. Auquel on doit répondre et auquel on va répondre d'ailleurs dans le cadre notamment de la réforme en cours du Conseil national des activités privées de sécurité, que Luc Guillemin connaît bien, puisque nous y siégeons tous les deux. En fait, il y a plusieurs choses dans les besoins qui s'expriment à ce niveau. D'abord, donc, la volonté de s'adresser à des spécialistes, donc la volonté de monter en compétences et de monter en gamme sur les sujets de sécurité. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est aussi un moyen de sortir de cette stricte compétitivité par les prix et par les volumes qui mine ce secteur, qui tire les prix vers le bas, qui réduit les marges des entreprises, qui aussi pénalise l'attractivité du secteur pour favoriser une approche un peu plus ciblée, un peu mieux adaptée aux besoins des différentes entreprises et donc une approche à la carte. Et on sait que de ce point de vue-là, la loi, je reviens, pardon, mais c'est un peu mon... Mais c'est votre mantra chez vous, la loi, bah oui. Et ça devrait être d'ailleurs la vocation de chaque citoyen éclairé, je pense que c'est le cas. La loi du 25 mai pour une sécurité globale, elle favorise ça, notamment en limitant le recours à la sous-traitance. C'était une revendication ancienne et forte de la profession. Elle limite le recours à la sous-traitance, notamment dans la surveillance humaine. Donc c'est un moyen aussi de donner aux donneurs d'ordre, aux clients,
un regard, un plus la main, en contrôle plus. un peu plus précis sur ce qui est fait dans leur entreprise en termes de sécurité et la qualité des prestations. Et la loi va d'ailleurs même plus loin, puisque non seulement elle limite le recours à la sous-traitance à 2 rangs maximum, mais elle confie aussi aux clients, aux donneurs d'ordre, la tâche de valider le recours à une sous-traitance. C'est-à-dire que la société de sécurité privée, le prestataire de sécurité privée, doit recueillir l'accord de son entreprise, de son client, avant de sous-traiter une activité. Ça a l'air d'être totalement basique, mais ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y a quelques dimensions sociales notamment qui sont exigées sur ça et tout ça. Luc Guillemin, un mot, un commentaire sur ce dernier point, parce que le préfet de Mazières a défloré ce qu'il allait dire après, mais c'est bien, on apprend plein de choses. Un petit mot quand même, moi, sur ce 4e enseignement, ce qui résonne chez moi, c'est la notion de partenariat en fait entre le prestataire de sécurité et son client. Et ce partenariat, donc on a évoqué plusieurs sujets. Ça commence par bien comprendre et bien mesurer l'évolution des risques chez le client, mais aussi le devoir d'information, de conseil sur les évolutions réglementaires, comment on peut faire face à tous les risques, et puis aussi être en proximité de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de Securitas, c'est d'être proche de nos clients. On a un réseau de 150 agences qui couvrent tout le territoire pour être au plus près, avec l'ensemble de nos expertises, au plus près du client. Donc à la fois une proximité géographique, et puis aussi une proximité dans la durée des contrats de partenariat, sur plutôt des durées longues, dans lesquelles on essaye de mieux comprendre et de s'adapter à l'évolution des risques du client en cours de contrat pour adapter aussi nos dispositifs. Oui, c'est ça, on ne peut pas plaquer une solution magique sur une situation. Il faut pas l'attente des clients, on le voit bien. Ouais. Il faut qu'on ne peut plus dire, tiens, on a mis un dispositif, puis on reviendra on a dans un 5 ans catalogue, vous voilà expliquer si la ça a solution bougé. de sécurité magique. Non, ça Voilà, n'existe tout pas. évolue et on doit s'adapter en permanence. Messieurs, je vous propose de remercier Marion de son intervention, extrêmement éclairante évidemment, et précis. Merci beaucoup Marion Diromo. Je rappelle que vous êtes directrice d'études chez Harris, et puis on se retrouvera pour la prochaine édition du Baromètre. Plein d'informations, on a tout dit, hein, on a dit l'essentiel en réalité. Mais de toute façon, vous êtes à dispo de tous celles et ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur ces sujets. Jingle, on retrouve nos 2 invités, Luc Guillemin et le préfet de Mazières. Voilà, parole d'expert, c'est la séquence suivante où on va retrouver le préfet de Mazières qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin pour passer en revue les propos qui ont été tenus par Marion et les grands sujets qui ont été révélés au travers de cette étude. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, rebalayer un peu quelques points et que vous nous fassiez un peu vos commentaires et votre éclairage surtout. Alors, vous avez un peu dévoilé ce que vous pensiez, les acteurs de la sécurité, incontournables, 76% des entreprises font appel à des prestataires externes. Il faut un certain nombre de précautions, c'est ce que vous disiez, un certain nombre d'accompagnements, un certain nombre d'organisations quand la relation se fait. Il y a un besoin des entreprises très clair d'avoir aujourd'hui des prestations de sécurité qui soient à la hauteur de leurs besoins. Elles considèrent pour beaucoup d'entre elles qu'elles ne sont pas en mesure, compte tenu de la complexité de ces sujets et compte tenu de leurs exigences, de le traiter uniquement en interne, même si, on l'a dit tout à l'heure, la mobilisation en interne est absolument fondamentale, et donc elles ont besoin de professionnels qui viennent les appuyer sur ce point. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça participe de la professionnalisation de ce secteur, de la montée en gamme de ce secteur. Et plus ce secteur va monter en gamme, plus il va être en mesure, j'en parlerai tout à l'heure autour des sujets de formation aussi, plus il va être en mesure de sortir de la compétitivité strictement par les prix et les volumes pour développer les marges, développer les salaires, développer la qualité, les formations et finalement favoriser une montée en sécurité globale de la société. Et d'ailleurs, ça sera le préalable à des partages de compétences sans doute plus importants qu'aujourd'hui entre l'État et le secteur privé. On l'a vu il y a quelques années avec les polices municipales. Les polices municipales sont montées en gamme et c'est
une fois que ce travail a été réalisé, qu'un certain nombre de compétences ont été partagées entre police, gendarmerie d'une part et ces acteurs. Ça doit être le même chemin et on prend le même chemin avec la sécurité privée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, que je retiens des échanges que nous avons eus, c'est le besoin, l'attente de conseils, d'éclairage de la part des entreprises sur un certain nombre de points. On a parlé de la réglementation, on a parlé des accidents du travail et de toute une autre série d'attentes. Ça m'amène à faire le lien, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, mais c'est normal, c'était pas déflorer, c'était faire du teasing, comme on dit en bon français. Vous êtes excellent en animateur télé. Le Conseil national des activités privées de sécurité, qui est l'organe de régulation de ce secteur, qui est l'organe de contrôle de ce secteur, a aussi dans ses missions une mission de conseil aux entreprises. Mais aujourd'hui, cette mission n'est pas suffisamment assurée et on voit que les besoins sont importants. Typiquement sur la réglementation. Lorsque vous avez des contrôleurs du CNAPS qui viennent dans des entreprises, encore faut-il que les chefs d'entreprise soient bien au courant de ce qui va être contrôlé, des dernières évolutions de la jurisprudence, des dernières évolutions réglementaires ou législatives. Tout le monde n'est pas forcément, même si nul n'est censé ignorer la loi, bien entendu, tout le monde n'est pas forcément à jour de ça. Et donc il y a un travail de pédagogie, un travail de conseil qui doit être assuré. C'est le rôle des prestataires, mais c'est aussi le rôle des institutions publiques. C'est dans ce cadre-là qu'avec Luc Guillemin, avec le groupement des entreprises de sécurité et quelques autres, nous avons entrepris de réformer ce conseil des activités privées de sécurité. C'est une demande qui a été faite par le législateur, donc, qui a autorisé le gouvernement à travailler par ordonnance sur ce sujet. Et nous avons abouti, je crois, à un équilibre aujourd'hui qui est important, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va recentrer vraiment le travail du CNAPS sur ses activités de contrôle et de conseil. Et pour cela, on a aussi créé une instance à l'intérieur de ce conseil qui va associer l'ensemble des représentants de la profession, les principaux, qui va permettre d'effectuer, je dirais, un contrôle qualité sur le travail de contrôle et de conseil qui est accompli par le CNAPS, qui va permettre aussi, par ses propositions, par ses demandes, par ses retours terrain, d'orienter ce travail, de souligner les priorités à remplir. Et je crois que ça va vraiment dans le bon sens. Et moi, je salue le travail qui a été fait par le GES notamment et par les autres instances professionnelles qui sont représentées au sein du CNAPS, puisque c'est eux qui ont porté cette proposition, qui n'était pas, il faut le dire, objectivement, qui n'était pas dans la proposition initiale du gouvernement et qui va permettre de répondre à ce besoin de conseil, ce besoin de pédagogie. Ce n'est pas la seule réponse, mais ça va être une des réponses. Un mot, Luc, alors la confiance n'exclut pas le contrôle. Je retiens pour autant dans les propos du préfet, c'est qu'il y a la confiance qui s'instaure entre les acteurs privés et le législateur et l'État. Je crois que c'est un mouvement qui est très intéressant et qui montre que côté professionnel aussi, je pense qu'on est en train de grandir. Les enjeux, on les a vus ce matin, les besoins sont de plus en plus forts. L'attente de nos clients, c'est de délivrer des prestations à plus forte valeur ajoutée. Tout ça nécessite une montée en gamme de toute la profession. Et le travail qu'on a fait avec l'ensemble des composants du ministère de l'Intérieur autour de la réforme du CNAPS, c'est l'illustration qu'on arrive à mieux dialoguer, mieux collaborer. Et moi, je salue le dialogue qu'il y a eu autour de cette ordonnance, du travail sur l'ordonnance, où on a pu longuement échanger, confronter nos avis et finalement, je pense, trouver une solution qui va moderniser le dispositif et peut-être mieux faire comprendre et rassurer les chefs d'entreprise, nos clients, mais aussi les chefs d'entreprise des entreprises de sécurité privée sur la façon dont fonctionne l'autorité de régulation et de contrôle qui est le CNAPS. Donc tout ça va dans la bonne direction. Pour assurer quelque part la montée dans la chaîne de valeur de l'ensemble de notre secteur. Il y a beaucoup d'intelligence autour de la table, donc tout le monde prend la bonne direction. Sujet numéro 2 que je voulais vous soumettre, monsieur le préfet, les 3 grandes attentes à la loupe, la montée en compétences notamment, alors je parlais des 3, mais la montée en compétences de la sécurité privée est importante aussi. Oui, si on rentre un peu dans le détail, on voit bien quelles sont les difficultés aujourd'hui auxquelles est confronté le secteur de la sécurité privée. Moi, j'ai un regard extérieur, je ne suis pas un chef d'entreprise, mais on voit bien qu'il y a 3 difficultés majeures aujourd'hui. Il y a, on en a parlé, le sujet de l'attractivité. On a du mal à recruter des profils qualifiés
des profils tout courts d'ailleurs, mais encore plus des profils qualifiés dans ce secteur. Et par ailleurs, ce secteur souffre d'un taux d'évaporation, si je puis dire, des bénéficiaires de cartes professionnelles qui est extrêmement important. D'où d'ailleurs ce paradoxe auquel on est confronté aujourd'hui, dans la perspective des Jeux Olympiques, où on a théoriquement entre 120 et 180 000 titulaires de cartes professionnelles disponibles pour agir sur la sécurité, agir en sécurité privée et qu'on pourrait donc mobiliser pour des grands événements. Et on est malgré tout en tension parce qu'on estime à 30 000 le besoin d'agents de sécurité privée au sens large du terme pour les Jeux Olympiques et on n'est pas certain de les trouver. Pourquoi ? Bien parce que les titulaires de cartes professionnelles se sont parfois, souvent, orientés vers d'autres activités assez rapidement. Soit des activités plus rémunératrices, soit des activités aussi, j'allais dire aussi peu rémunératrices, mais moins fatigant, parce que le travail, notamment en surveillance humaine, est un travail qui est, pas que, mais en surveillance humaine notamment, est un travail exigeant, fatigant, parfois pénible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le sujet de la compétitivité. J'en ai parlé, je passe rapidement. On a une compétitivité qui est massivement fondée aujourd'hui sur les prix, avec des salaires faibles. On en parlait avec le président Guillemin tout à l'heure. Rappelons-nous qu'au mois d'octobre, compte tenu de la hausse du SMIC, les 3 premiers coefficients de rémunération dans le secteur de la sécurité privée, ce qu'on appelle, je ne veux pas être technique, mais les gens qui nous regardent connaissent ça mieux que moi, les coefficients 120, 130 et 140 sont d'un seul coup passés sous le SMIC. Ça en dit long sur le niveau de rémunération qui est pratiqué dans l'entrée dans le métier à ce titre. Qui dit salaire faible dit aussi marge faible. Et qui dit marge faible dit évidemment difficulté pour les entreprises à investir pour monter en gamme. Et puis le troisième sujet qui pose problème, c'est celui de la formation. On a des organismes de formation qui sont, pour le dire de manière pudique, d'une qualité extrêmement diverse. Il y en a qui sont très bons, et il y en a qui sont beaucoup plus discutables. Ils sont surtout difficiles à contrôler, et on sait que la formation a du mal aujourd'hui à répondre à l'évolution des besoins, à l'évolution des métiers. On parlait tout à l'heure de l'évolution en permanence de ce secteur. Aujourd'hui, il y a des besoins, par exemple, sur la sécurité électronique, sur le maniement des technologies, mais également des exigences de plus en plus fortes en matière de qualité d'accueil, par exemple, qui ne sont pas forcément toujours prises en compte par la formation. La réforme de la formation, c'est un sujet qui aujourd'hui est sur la table, qui a été également prévu par la loi sécurité globale. Il y a une ordonnance qui doit intervenir d'ici le mois de mai 2023 et nous y travaillons déjà pour réformer cela en profondeur. Et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça sera le préalable au partage de compétences entre l'État et les acteurs de la sécurité privée dont j'ai parlé tout à l'heure. Et moi, je veux saluer à ce titre-là, décidément, il va croire que je suis venu uniquement pour le saluer, mais on sait qu'on a quelques sujets de friction aussi entre nous parfois. Mais je veux saluer le travail qui est mené aujourd'hui par la profession et notamment par le GES pour réviser la classification des métiers repères. Favoriser la montée en compétences, ça passe par la révision de la classification des métiers repères, la création de véritables parcours de carrière en mettant en face de chaque risque des compétences adaptées et des rémunérations en conséquence. Assurer, et ce n'est pas manquer de respect à ceux qui font ce travail, assurer la sécurité d'un supermarché, ce n'est pas la même chose qu'assurer la sécurité d'un site, d'un site extrêmement sensible. Et moi j'espère très fortement que cette réforme qui est déjà menée par la branche et qui va donc en quelque sorte venir en parallèle de l'ordonnance portant réforme de la formation. J'espère que ce travail va aboutir. Je sais que c'est un peu difficile aujourd'hui parce qu'il a tendance à être un peu pris entre le marteau et l'enclume avec le sujet de la revalorisation des salaires qui va avec, mais c'est absolument fondamental. C'est la mère de toutes les batailles. Revoir la formation, améliorer la formation, réviser la classification des métiers repères, c'est la clé de voûte de la montée en gamme de la profession. Et le corollaire, la certification, puisque vous savez que la réforme de la formation impose la certification pour être financée par l'État. Il faut qu'elle soit certifiante maintenant, les formations. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite. Un mot, alors, parce qu'évidemment, le préfet parle beaucoup, mais c'est passionnant, donc on l'écoute. Mais bon, on arrive presque à la fin. Alors, Luc, un commentaire et après on enchaîne avec un troisième point.
rapide commentaire sur ce sujet, grand sujet des classifications. C'est un sujet qu'on a pris au niveau de la branche et des organisations patronales à bras-le-corps depuis maintenant près de 2 ans. C'est un travail technique qui est long. Pour faire court, on a commencé par un bloc qui consiste à revoir la liste des métiers en se basant non pas sur un métier, mais sur des compétences, de manière aussi à pouvoir demain proposer des parcours de formation pour acquérir ces compétences et que les nouveaux candidats qui veulent rentrer et rejoindre notre secteur d'activité se disent il y a un intérêt à aller travailler dans la sécurité parce que je peux y faire carrière sur mes 15-20 prochaines années. On a aussi cette équation à résoudre aujourd'hui. Une partie de la non-attractivité de notre secteur, c'est que la perspective de carrière n'est pas évidente et le préfet l'a dit. Les gens, ils viennent dans le secteur et ils repartent tout de suite. Ouais, ils ne restent pas. Alors, donc on doit travailler là-dessus et on attaque maintenant la phase négociation avec les partenaires sociaux de l'enveloppe de rémunération. Et je peux vous dire que l'effort qui a été mis par les professionnels sur la table, c'est massif. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de secteurs en France où les organisations patronales mettent autant d'argent sur la table. On parle de 600 millions d'euros d'augmentation de la masse salariale du secteur. Donc c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, le préfet l'a dit, on a nos premiers coefficients de la grille, donc les métiers d'entrée qui sont sous le SMIC. L'objectif et l'ambition, c'est de mettre le premier métier 12% au-dessus du SMIC. Oui, donc c'est un mouvement très très fort et il y a une vraie volonté d'aboutir et j'espère que le dialogue qu'on aura avec les partenaires sociaux dans les semaines et les mois qui viennent va nous permettre d'aboutir pour que cette réforme elle prenne corps dès 2023. Alors vous n'êtes pas le seul secteur à souffrir de pénurie, d'avoir des métiers en tension, on peut se dire, mais ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts en réalité, c'est bien ça. Dernier point, préfet de Mazières, l'alliance homme-technologie plébiscitée, ça aussi c'est un phénomène. Oui, moi je voudrais dire juste, j'ai compris que j'avais été trop long. Donc, vous avez encore 3 minutes. Je vais aller à l'essentiel. 3 minutes, c'est le temps d'une chanson, mais je ne vais pas vous le chanter. 2 choses. D'abord, contrairement à ce qui est parfois l'opinion commune, le recours aux technologies de sécurité n'est pas antinomique avec les libertés publiques. Ça, c'est extrêmement important. Bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, il faut qu'il y ait un cadre. On a la chance de vivre dans un État démocratique avec des garde-fous. Je pense à la CNIL, je pense évidemment aux juridictions administratives et judiciaires, au Conseil d'État. C'est absolument fondamental. Mais les technologies ne sont pas, par principe, attentatoires aux libertés. Elles peuvent même être d'ailleurs parfois un facteur de meilleure préservation des libertés. Je pense notamment à l'intelligence artificielle associée à l'image. C'est l'usage qu'on en fait. Après. Lorsque vous avez des murs d'images aujourd'hui, compte tenu du développement de la vidéoprotection, un être humain ne peut pas surveiller de manière efficace l'ensemble des images qui lui sont restituées. Et il est intéressant d'avoir un outil d'intelligence artificielle qui va aller le flécher sur des mouvements de foule suspects, sur des alertes qui vont lui remonter. Ça va lui permettre de se concentrer sur les sujets à risque et de laisser totalement de côté ce qui ne mérite pas d'être regardé, alors qu'aujourd'hui, on a tendance à regarder de manière uniforme les zones à risque et les zones de non-risque. Ça, c'est intéressant en termes d'usage des technologies. D'une manière plus générale, et c'est d'ailleurs ce que nous allons développer dans le cadre des Jeux Olympiques, c'est ce que l'on cherche à développer avec les industriels, je pense que nous avons tout intérêt à développer dans notre pays un modèle de sécurité éthique, c'est-à-dire de savoir précisément comment les technologies peuvent venir appuyer, optimiser le travail des hommes en matière de sécurité, mais dans un cadre qui soit respectueux des libertés publiques. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands événements qui se profilent à l'horizon, après les Jeux Olympiques de 2024, seront évidemment bâtis sur ce modèle. On voit bien que nos concitoyens, on voit bien que les organisations internationales sont de plus en plus vigilants sur ces sujets. Et donc il faut être en mesure de donner des gages, de rassurer, et c'est uniquement à partir du moment où on aura bien défini ces cadres que l'on pourra, pour le coup, utiliser les technologies de sécurité de manière la plus optimale et la plus efficace possible. Parfait. Luc Guillemin, merci beaucoup, monsieur le préfet de Mazières. En tout cas, on a beaucoup
appris de choses et on voit que le sujet n'est pas pris à la légère. On a des enjeux forts. Hein. On parlait des JO évidemment, mais on l'a vu avec l'étude que nous a présentée Marion Desromeaux-Daris. Évidemment des sujets capitaux, essentiels sur la conception, l'image et surtout la perception. Voilà, je cherchais le mot de la sécurité que se font les chefs d'entreprise. Luc Guillemin, on a dit plein de choses. Hein. Franchement, c'est à vous que revient le mot de la fin de cette matinale. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Je voudrais déjà commencer par remercier le préfet de sa présence et de tout ce qu'il a pu nous dire ce matin. Je pense que ça éclaire aussi et ça met en perspective les enseignements de cet observatoire et les enjeux que l'on a globalement sur les métiers de sécurité, que ce soit la sécurité humaine ou plutôt électronique, dans les années qui viennent. Et je crois que les enseignements de cet observatoire, en tout cas c'est la conclusion que j'en tire, confortent la stratégie de Securitas. D'abord, si on revient sur l'enseignement autour des accidents du travail, je crois que la prévention des risques autour des accidents du travail, c'est quelque chose que l'on fait depuis longtemps. C'est une prestation qu'on assure depuis longtemps chez Securitas et on l'a fait évoluer en y associant de la technologie. On a beaucoup parlé aussi de la nécessité de développer des partenariats avec nos clients. Et c'est vraiment la logique dans laquelle on se situe pour créer ces partenariats sur le long terme, en proximité de nos clients et pour les accompagner dans l'évolution de la gestion de leurs risques. Et puis enfin, cette alliance entre finalement comment évolue la proportion de surveillance dite humaine avec la partie sécurité électronique, comment on allie les deux. C'est un exercice en plein mouvement, l'équilibre est en train d'évoluer vers plutôt un mix moitié-moitié, on va dire, plutôt que beaucoup d'humains et peu de technologie. Ça va dans le bon sens, il faut suivre cette tendance. Et d'ailleurs, le groupe Securitas continue d'investir sur ce sujet, puisque très récemment, on a annoncé l'acquisition de Stanley Security au niveau mondial, ce qui, pour la France, va nous permettre d'accueillir chez Securitas 1500 nouveaux collaborateurs, experts en sécurité électronique, qui vont venir renforcer notre capacité à mieux servir nos clients sur ce domaine-là. Donc on est ravis évidemment de cette acquisition stratégique. Je pense que le groupe sera encore plus fort demain pour justement répondre à cette problématique de nos clients, associer une sécurité humaine avec de la technologie pour mieux les sécuriser. On relance l'Observatoire et l'étude, il y aura une prochaine édition. Bien sûr. Évidemment, vous serez présent sur les grands événements. De toute façon, on a besoin de vous, hein, j'ai bien compris ce qu'a dit Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Merci.